Nous, le jury, déclarons à l'unanimité la prévenue, Lisa Jo Dykes, coupable de meurtre tel qu'accusée dans l'acte d'accusation. Lisa Dykes purgera une peine de réclusion à perpétuité pour le meurtre de Marisela Botelho. Dans un monde où l'amour est chéri, certaines histoires de jalousie, de trahison et d'actes horribles vous font remettre en question l'idée des relations. Du crime choquant motivé par la jalousie de Lisa Dykes à l'histoire impitoyable de Karen Reed, ces cas de petites amies psychopathes révèlent des défis et des luttes pour la justice. Leurs actions ont laissé des communautés ébranlées et des questions sans réponse. Commençons. Une femme jugée pour avoir tué une jeune femme de 23 ans dans un accès de jalousie pourrait témoigner aujourd'hui. Les charges contre 2 autres personnes dans l'affaire ont été abandonnées. Dan Godwin de Fox 4 est en direct avec les dernières nouvelles. En octobre 2020, Marisela Botelho, âgée de 23 ans, a voyagé de Seattle à Dallas pour une visite. Mais son voyage a pris une tournure tragique après une soirée à Deep Ellum. Elle a disparu, laissant sa famille et ses amis désespérés de trouver des réponses. Des mois plus tard, son corps a été retrouvé, dans une zone rurale près de Wilmer, au Texas, marquant le début d'une enquête éprouvante. La tragédie a commencé des mois plus tard, lorsque les enquêteurs ont découvert son corps dans une zone reculée près de Wilmer, au Texas, dévoilant une histoire troublante. L'enquête a conduit les autorités à Lisa Dykes, sa femme, Nina Morano, et le rappeur Charles Beltran. Les procureurs ont révélé une séquence tragique d'événements, suggérant que Dykes, submergé par la jalousie, a attaqué Marisela après l'avoir trouvée avec Beltran. Les procureurs affirment que Dykes a tué Botelho dans un accès de jalousie en octobre 2020 parce qu'elle a trouvé Botelho au lit avec son petit ami. Ils prétendent que la situation a dégénéré en une confrontation fatale. Les preuves indiquaient que Dykes et Morano travaillaient ensemble pour dissimuler le crime, se débarrassant du corps de Marisela dans une zone désolée. Bien que Dykes et Morano aient été décrits comme étant dans une relation unique avec Beltran, Dykes a nié cela, affirmant que ses liens avec Beltran se limitaient à soutenir sa carrière musicale. Il dit qu'il manquait quelque peu de stabilité familiale. Il n'a pas obtenu son diplôme de lycée et il faisait des allers-retours en prison. Maintenant, il dit qu'il n'a pas commis ce meurtre de Marisela Botelho. Il dit qu'il n'était qu'un témoin. Malgré ces affirmations, les enquêteurs ont trouvé des messages et des preuves GPS la reliant à la scène du crime. Cette affaire déchirante a laissé la famille de Marisela pleurer la perte d'une fille et sœur bien-aimée, tandis que la justice cherchait à apaiser leur douleur. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les procureurs ont présenté un dossier solide contre Lisa Dykes et Nina Morano. En utilisant les données GPS, ils ont montré que les deux femmes s'étaient trouvées près de la zone rurale où le corps de Marisela Botelho, âgée de 23 ans, a été retrouvé plus tard. Cette preuve contredisait directement l'affirmation de Dykes, selon laquelle elle et Morano visitaient simplement un centre de distribution FedEx à proximité. Pour ajouter à l'énigme, les messages textes et les témoignages de témoins ont dressé un tableau inquiétant des événements ayant conduit à la mort tragique de Marisela. Les procureurs ont soutenu que la jalousie et la colère avaient motivé les actions de Dykes, fournissant ainsi des preuves supplémentaires pour appuyer leurs affirmations. Dans un rebondissement dramatique, après leur arrestation initiale, Dykes et Morano ont réussi à désactiver leur bracelet de cheville imposé par le tribunal et ont fui le pays. Ils se sont rendus au Cambodge, où ils ont ensuite affirmé qu'ils cherchaient un nouveau départ et se sentaient traités injustement. Leur évasion n'a fait qu'accentuer la tension autour de l'affaire, car elle a soulevé des questions sur leur motivation et leur responsabilité. Malgré leurs efforts pour échapper à la justice, le système judiciaire les a rattrapés, garantissant que la perte tragique de Marisela Botelho ne resterait pas sans réponse. Sa famille a continué à pleurer sa perte tout en cherchant justice pour la jeune femme brillante partie trop tôt. Nous, le jury, ayant jusqu'ici déclaré l'accusée, Lisa Jo Dykes, coupable de l'infraction de meurtre telle qu'inculpée dans l'acte d'accusation. Après 7 jours de témoignages et seulement 90 minutes de délibération du jury, Lisa Dykes a été reconnue coupable de meurtre et de falsification de preuves. Sa femme, Nina Morano, a fait face à des accusations distinctes pour son implication. Dykes n'a montré aucune émotion lorsque le verdict a été lu, gardant son calme tandis que la juge Nancy Mulder prononçait la décision. L'accusation a souligné les actions de Dykes comme une trahison brutale de la confiance, tandis que la défense a soutenu que les preuves étaient circonstancielles et que l'enquête était défectueuse. Mais pendant tout le procès, Lisa n'a montré aucun remords. Puis elle a abandonné son corps après avoir trouvé la jeune femme de 23 ans au lit avec son petit ami Charles Beltran, le petit ami de Miss Dykes, Charles Beltran. Marisela était en visite à Dallas. Les conséquences du procès ont apporté un mélange de soulagement et de chagrin. Le frère de Marisela Botelho, Luis, a prononcé une déclaration émotive sur l'impact de la victime, partageant la douleur de la perte de sa sœur. Il a dit « Elle a toujours pris soin de nous. Malgré la perte de notre sœur, une enfant est née bien aimée et une confidente. » Il a décrit l'impact profond que sa mort a eu sur leur famille, en particulier sur leur mère.
qui a continué à faire preuve de résilience malgré la tragédie. D'une histoire de jalousie et de trahison d'une petite amie, nous passons à un crime choquant alimenté par une crise de santé mentale dévastatrice. Elle est accusée d'avoir tué son petit ami en le poignardant 108 fois. Et maintenant, il y a de la colère face au fait qu'elle a été épargnée de la prison, après que le juge a statué qu'elle n'était pas en contrôle. En mai 2018, un événement tragique et choquant s'est déroulé à Thousand Oaks, en Californie, lorsque Bryn Speicher, âgé de 32 ans, a mortellement poignardé son petit ami, Chad O'Melia, plus de 100 fois. Ce qui semblait initialement être un crime brutal s'est transformé en une bataille juridique controversée autour de la santé mentale et de la psychose induite par des substances. Bryn et Chad sortaient ensemble depuis seulement quelques semaines lorsque la tragédie a frappé dans la nuit du 27 mai 2018. Le couple passait du temps ensemble dans l'appartement de Chad à Thousand Oaks, en Californie. Ils ont décidé de fumer de la marijuana, une substance avec laquelle Bryn avait peu d'expérience. Après que sa première tentative n'ait produit aucun effet notable, Chad l'aurait encouragé à essayer une autre bouffée. Ce qui a suivi a été un tournant dévastateur des événements. Bryn a commencé à éprouver ce que les experts ont décrit plus tard comme un trouble psychotique induit par le cannabis. Elle est devenue désorientée, submergée et complètement hors de contrôle. Dans un brouillard de confusion, Bryn a saisi un couteau à pain dentelé et a attaqué Chad. Lorsque la police est arrivée, la scène était déchirante, avec Chad gisant immobile et Bryn tenant le couteau, hystérique et en état de choc. Dans son état frénétique, Bryn a même retourné le couteau contre elle-même, se blessant au cou. Les officiers ont agi rapidement, utilisant un taser et des matraques pour la désarmer et la maîtriser. Chad a été déclaré mort sur les lieux, laissant sa famille et ses amis dévastés. Ce qui avait commencé comme une soirée tranquille s'est transformé en un moment de chagrin inimaginable, modifiant à jamais la vie de tous les impliqués. L'incident tragique a rapidement attiré l'attention mondiale, alors que les proches de Chad réclamaient justice, luttant pour accepter cette perte choquante. Dans la salle d'audience, les procureurs ont dressé un tableau sombre et déchirant des événements qui se sont déroulés. Ils ont décrit la gravité de l'attaque, soulignant les 108 coups de couteau que Chad a subis comme un signe de colère écrasante et incontrôlable. Cependant, la défense de Bryn a offert une perspective différente. Ils ont expliqué que ces actions n'étaient pas intentionnelles, mais plutôt le résultat d'une crise de santé mentale rare. Des experts ont témoigné que Bryn avait vécu ce qu'on appelle un trouble psychotique induit par le cannabis, une condition déclenchée par sa réaction au marijuana cette nuit-là. Ils ont décrit comment son état mental à l'époque l'avait laissé incapable de comprendre ce qui se passait, ou de contrôler ses actions. Et en m'approchant de lui, j'ai vu le couteau dans ma main gauche poignarder son abdomen. Et puis tout est devenu noir. L'affaire a laissé beaucoup de gens déchirés. D'un côté, la famille de Chad cherchait à obtenir justice pour la perte dévastatrice de leur fils et frère. D'un autre côté, l'équipe juridique de Bryn plaidait pour la compréhension, soulignant le rôle que sa santé mentale avait joué dans la tragédie. La salle d'audience est devenue un lieu de témoignages émouvants et de questions difficiles, alors que tout le monde luttait pour comprendre comment un événement aussi impensable avait pu se produire. Après des années de procédures judiciaires, un jury a condamné Bryn pour homicide involontaire. En janvier 2024, le juge David Warley l'a condamné à 2 ans de probation et 100 heures de service communautaire au lieu de la prison. Cette décision, qui reconnaissait sa psychose induite par le cannabis, a suscité de fortes réactions. Le père de Chad, Sean O'Melia, a exprimé son indignation, affirmant que le verdict établissait un précédent dangereux, en disant « Il vient de donner à tout le monde en Californie qui fume de la marijuana une licence pour tuer quelqu'un ». Bryn et sa famille ont pleuré de soulagement après la décision du juge, tandis que les proches de Chad étaient dévastés, estimant que justice n'avait pas été rendue. Le public est également descendu dans la rue pour réclamer justice. L'affaire a mis en lumière l'interaction complexe entre la santé mentale, la consommation de substances et la responsabilité pénale, laissant la communauté divisée sur la question de savoir si la punition de Bryn était à la hauteur de son crime. Bryn a déménagé à Los Angeles pour commencer sa carrière d'audiologiste, son chien d'assistance auditive, Aria, à ses côtés. Les deux passaient beaucoup de leur temps libre. Le cas de Bryn met en évidence les complexités de la santé mentale et de la justice. Le cas suivant montre comment des relations volatiles ont dégénéré en tragédie. Ils s'aimaient profondément et se disputaient avec la même intensité. Et quand l'un d'eux se retrouve mort, la police doit décider s'il s'agissait de légitime défense ou de meurtre prémédité. Par une nuit tranquille de septembre 2015, Kaylee Whitehall et son petit ami, Custin Johnson, étaient engagés dans une violente dispute dans leur maison commune au Kentucky. La confrontation se terminerait en tragédie, menant à une affaire criminelle qui a captivé la communauté et révélé les sombres dessous d'une relation troublée. La dispute a commencé lorsque Custin Johnson a appris que Kaylee Whitehall prévoyait de le quitter.
Ce qui a commencé comme un échange houleux s'est rapidement transformé en chaos, leur désaccord se répandant dans toute la maison. Les témoins ont ensuite décrit une scène tumultueuse où les émotions étaient à leur comble. Au cours de l'altercation, Johnson aurait mis Whitehall dans une prise de tête, tentant de contrôler la situation. En réponse, Whitehall a lancé des objets pour essayer de se libérer. La tension a monté alors que le conflit continuait de dégénérer. Je ne pouvais pas respirer et je me sentais comme j'avais peur. Au milieu de la confusion, Whitehall a pris une décision critique. Elle a saisi un couteau et est retournée affronter Johnson dans la chambre. Ce qui s'est passé ensuite a changé leur vie à tous les deux pour toujours. Au cours de la lutte, Whitehall a poignardé Johnson. Blessé et désorienté, Johnson a réussi à se rendre jusqu'à la salle de bain, mais ses blessures étaient trop graves. Il s'est effondré près de la douche, incapable de se remettre des dommages subis. Tragiquement, sa vie s'est éteinte peu de temps après. Ce moment dévastateur a marqué la fin tragique de leur relation et a préparé le terrain pour une bataille judiciaire qui déterminerait plus tard le sort de Whitehall. C'était un rappel déchirant de la façon dont les conflits peuvent s'intensifier avec des conséquences irréversibles. Au milieu de la dispute, Whitehall a poignardé Johnson. Blessé et saignant, il a trébuché jusqu'à la salle de bain, s'effondrant près de la douche. Tragiquement, Johnson a succombé à ses blessures peu de temps après. L'affaire a été portée devant le tribunal en septembre 2015. Alors que les événements tragiques de ce jour fatidique étaient exposés devant un jury. Les procureurs ont décrit l'incident comme un acte de violence imprudente, contestant la revendication de légitime défense de Whitehall. Tiffany Jones, un témoin clé, a partagé son récit de ce qui s'est passé. Elle a expliqué comment elle a essayé d'intervenir et de séparer le couple pendant leur dispute animée, mais n'a pas pu calmer la situation. Elle a également témoigné avoir vu Whitehall prendre un couteau et retourner dans la chambre où se trouvait Johnson, un moment qui s'avérerait plus tard crucial dans l'affaire. Le procureur Kim Gogegan a présenté un argument solide, soulignant que les actions de Whitehall ne correspondaient pas au récit de la légitime défense. Les détectives qui ont enquêté sur la scène du crime ont encore renforcé le dossier de l'accusation. Ils ont révélé que les preuves contredisaient à la déclaration initiale de Whitehall selon laquelle elle avait poignardé Johnson dans la cuisine alors qu'il la tenait. Au contraire, les conclusions indiquaient que l'acte fatal s'était produit dans la chambre. Elle a écouté attentivement ces détails, reconstituant l'histoire de ce qui s'était passé. C'était un moment tragique qui a laissé la salle d'audience aux prises avec des questions de responsabilité et les choix qui ont conduit à un résultat aussi dévastateur. Après un procès de 3 jours, le jury a déclaré Whitehall coupable d'homicide par imprudence. Le 7 novembre, le juge Steve Wilson du tribunal de circuit de Warren a confirmé leur recommandation d'une peine de 4 ans. Whitehall, qui était resté stoïque tout au long du procès, est retourné en détention pour continuer à purger sa peine à la prison régionale du comté de Warren. Au terme de sa peine, Whitehall est éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé 15% de sa peine, ce qui signifie qu'elle pourrait être libérée dès mars. Cette affaire a causé du chagrin aux 2 familles impliquées et a servi de rappel brutal de la rapidité avec laquelle les disputes domestiques peuvent dégénérer en tragédies irréversibles. Les procureurs ont soutenu que la vie de Johnson s'est terminée de manière insensée, tandis que Whitehall a affirmé que son acte découlait de la peur. Le crime tragique de Kaylee Whitehall conduit à une perte déchirante. Ensuite, une mort mystérieuse qui a suscité des allégations de conspiration. Et la Cour suprême du Massachusetts examine les arguments sur la question de savoir s'il faut rejeter les accusations de meurtre contre Karen Reed. Reed est accusée d'avoir percuté son petit ami policier avec son SUV et de l'avoir laissé mourir. Karen Reed est accusée d'avoir tué son petit ami policier, John O'Keefe, dans un incident mystérieux et tragique. O'Keefe, un officier de police de Boston avec une carrière de 16 ans, a été retrouvé mort dans le jardin d'une autre maison d'officier en janvier 2022. Reed, sa petite amie, a clamé son innocence, alléguant que les forces de l'ordre essaient de l'incriminer pour sa mort. L'affaire a pris une tournure inattendue lorsqu'un procès de 9 semaines s'est terminé par un procès annulé parce que le jury n'a pas pu se mettre d'accord sur un verdict. Karen Reed faisait face à des accusations graves, y compris meurtre au second degré, homicide involontaire avec un véhicule à moteur et délit de fuite après un accident mortel. L'accusation était déterminée à réessayer, s'engageant à rejuger Reed pour son rôle dans la mort tragique de son petit ami, l'officier de police de Boston John O'Keefe. Ils sont arrivés chez la victime. L'accusé avait, Madame McCabe a regardé à ce même feu arrière fissuré. Madame McCabe a décrit le feu arrière droit côté passager comme fissuré. Cependant, l'équipe de défense de Reed a soutenu qu'elle était accusée injustement. Ils ont affirmé que des agents des forces de l'ordre, dont certains étaient étroitement liés à la victime, étaient impliqués dans un complot pour l'incriminer dans sa mort. La défense a dressé le tableau d'une situation compliquée, suggérant qu'il y avait de nombreuses questions sans réponse concernant la mort d'O'Keefe et que les actions de Reed avaient été mal comprises. Pour reporter son nouveau procès pour meurtre à une date ultérieure.
Reed est accusé en lien avec la mort de son petit ami, l'officier de police de Boston, John O'Keefe. Alors que l'affaire se poursuit, le mystère s'épaissit, avec les deux parties présentant des arguments solides. Reed insiste sur le fait qu'elle est innocente et est déterminée à blanchir son nom, tandis que la famille et les amis d'O'Keefe recherchent la justice. La salle d'audience reste un lieu de tension, car tout le monde espère que la vérité finira par éclater et apportera une résolution à cette situation déchirante. La nuit de la mort de John O'Keefe a commencé comme n'importe quelle autre, mais la tension avait augmenté dans sa relation avec Karen Reed. Après une dispute dans un bar, Reed a déposé O'Keefe à une after-party, sans savoir que ce serait leur dernière nuit ensemble. Le lendemain matin, Reed a découvert son corps devant la maison de Brian Albert, un sergent de police à la retraite de Boston. Et je tiens à noter que la caractérisation de cet entretien par le Commonwealth est incorrecte et incomplète. J'ai soumis des rapports supplémentaires de Boston 25. Les enquêteurs ont trouvé des indices reliant le véhicule de Reed à la scène, y compris un feu arrière cassé et des traces de l'ADN d'O'Keefe sur la voiture. Les preuves suggéraient que le SUV de Reed pourrait avoir été impliqué dans l'incident, soulevant des questions sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Cependant, l'équipe de défense de Reed a soutenu que la mort d'O'Keefe pourrait être le résultat d'une altercation violente à l'after-party. Ils ont suggéré que d'autres personnes présentes à la réunion, y compris Albert et sa famille, pourraient avoir joué un rôle. Pendant tout le procès, Karen souriait simplement car elle savait que tout serait en sa faveur. Le juge a refusé la demande de la défense de ramener les jurés au tribunal pour savoir s'ils avaient effectivement rendu des verdicts sur ces deux chefs d'accusation. Et maintenant, la Cour suprême du Massachusetts prendra une décision. La défense a dressé le tableau d'une situation chaotique, où la vérité était floue et personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. Alors que l'enquête se poursuit, la recherche de réponses devient plus compliquée, les deux parties essayant de reconstituer les événements qui ont conduit à ce matin fatidique. Malgré les preuves présentées par l'accusation, la défense de Reed a soutenu que l'enquête était biaisée, notamment en raison des relations étroites entre certaines des figures clés impliquées, y compris les liens d'Albert avec les forces de l'ordre. Ils ont affirmé que Reed avait été injustement ciblé comme suspect. Le juge a rejeté une demande de rejet des charges et un nouveau procès a été programmé pour le 1er avril. Tout au long du procès, Reed a maintenu son innocence, tandis que la famille et les amis d'O'Keefe cherchaient à obtenir justice pour sa mort. L'affaire a laissé beaucoup de gens se demander si la bonne personne est jugée, et si la justice peut vraiment être rendue dans une situation aussi compliquée et chargée émotionnellement. Vous seul déterminez quelles preuves croire. Vous déterminez les faits de cette affaire. La prochaine affaire nous emmène à Melanie Lynn Maguire, dont l'histoire dévoile un récit glaçant de meurtres calculés, et une série de preuves choquantes qui ont laissé les enquêteurs et le public sous le choc. La dernière et troisième valise contenant des restes humains a été ramenée à terre dimanche. La police a reçu un tuyau d'un plaisancier sur sa localisation dans l'eau près de la deuxième île du pont-tunnel de la baie de Chesapeake. En 2004, Melanie Lynn Maguire vivait ce qui semblait être une vie idyllique. Infirmière et mère, elle semblait avoir tout pour elle. Mais à huis clos, son mariage avec William Bill Maguire se délitait. Ce qui a commencé comme une discorde conjugale allait s'intensifier en une affaire glaçante qui a horrifié toute une communauté. Il s'appelait Bill Maguire. Il était mari, père de 2 jeunes garçons. Il avait 2 sœurs. La victime d'un crime vicieux. Il semblait littéralement que son corps avait été découpé pour rentrer dans ses valises. Le 28 avril 2004, Bill Maguire a disparu sans avertissement. Sa disparition a intrigué ses amis et sa famille. Mais la situation est devenue sinistre quelques jours plus tard lorsqu'une valise a échoué sur le rivage en Virginie. À l'intérieur se trouvaient les restes démembrés de Bill. La découverte macabre allait bientôt mener les enquêteurs à Melanie, dont les actions révélaient un meurtre froid et calculé. Il y avait différentes parties du corps, donc dans une valise, il y avait une sorte de torse, avec les bras et la tête encore attachée. Dans une deuxième valise, il y avait la région du bassin, et dans la troisième valise, il y avait vraiment les jambes en bas. Le corps de Bill a été retrouvé dans 3 valises distinctes dispersées à travers la baie de Chesapeake, chacune contenant une pièce horrifiante du puzzle. Mélanie a affirmé que son mari était parti après une dispute, mais les enquêteurs ont découvert qu'elle avait acheté une arme à feu, quelques jours avant la disparition de Bill. Des preuves de grands sacs poubelles, de produits de nettoyage et des reçus liés de Mélanie au crime, démêlant encore plus son histoire soigneusement élaborée. La femme qui était jugée pour sa propre vie, elle dit que la véritable vérité derrière le crime n'a jamais été révélée. Sans antécédent de violence et sans motif apparent de meurtre. Les procureurs ont soutenu que Mélanie avait drogué Bill, lui avait tiré dessus 2 fois et avait démembré son corps pour effacer ses traces. Le motif ?
mettre fin à son mariage et commencer une nouvelle vie avec son amant, un médecin avec qui elle travaillait. Melanie McGuire, surnommée la tueuse à la valise. Le 23 avril 2007, j'ai été condamnée pour le meurtre et le démembrement de mon mari. Dans la salle d'audience, l'accusation a présenté un récit glaçant, soutenu par des preuves médico-légales. Les fibres trouvées dans la valise correspondaient à celles de la maison de Melanie. Les images de surveillance et les relevés financiers ont révélé l'achat de fournitures utilisées pour commettre et dissimuler le crime. Tout au long du procès, Melanie est restée d'un calme inquiétant, niant toutes les accusations. Son comportement posé contrastait avec les preuves choquantes, laissant le jury et ceux présents dans la salle d'audience mal à l'aise. Coupable. Comment nous trouvez-vous sur le chef d'accusation inculpant Melanie McGuire de profanation de restes humains entre le 28 avril 2004 environ et le 5 mai 2004 environ, dans le canton de Woodbridge, comté de Middlesex, New Jersey, ailleurs et dans la juridiction de ce tribunal? Coupable. Après un procès éprouvant, le jury a rendu un verdict rapide, coupable de meurtre au premier degré. Melanie Lynn McGuire a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en 2007. La famille de Bill a décrit la douleur immense de le perdre de manière si horrible, mais ils ont trouvé du réconfort en sachant que justice avait été rendue. Dans ce cas, le crime était si odieux, si cruel et si dépravé que le tribunal estime que la peine maximale doit être imposée. Dans la salle d'audience, la douleur de la famille de la victime était indéniable alors qu'ils écoutaient des détails horribles de ce qui était arrivé à William McGuire. Les déclarations en larmes des proches ont dressé le portrait d'un homme plein de vie et profondément regretté. Mais c'est l'attitude de Melanie qui a attiré le plus d'attention. Quand je me souviens de mon oncle, la première chose que je vois est une valise imbibée d'eau. Tout ce que nous pouvons demander, vous la priviez de liberté, comme pour notre Billy. Tout au long du procès, elle a maintenu un air de calme, presque étrangement impassible, même lorsque les procureurs présentaient des preuves accablantes. Il y a eu des moments où elle semblait griffonner des notes, son expression indéchiffrable, comme si elle était détachée des conséquences dévastatrices de ses actes. Aux alentours du 26 avril 2004 et aux alentours du 5 mai 2004, dans le canton de Woodbridge, comté de Middlesex, New Jersey, ailleurs et dans la juridiction de ce tribunal. Coupable. Lors de sa condamnation, le calme de Melanie s'est légèrement fissuré. Elle a secoué la tête et a chuchoté à son avocat, insistant toujours sur son innocence. Alors que le juge prononçait la peine de réclusion à perpétuité, elle évitait de regarder directement la famille de la victime, les yeux baissés. C'était un moment qui soulignait son refus d'accepter la responsabilité, laissant ceux présents avec l'impression troublante d'une femme incapable de remords. Ensuite, nous nous tournons vers le cas troublant d'Eloma Curry Walker, dont les actions ont révélé un mépris glaçant pour la vie. La vie de service et d'amour d'un pompier a été brutalement interrompue par une trahison qui a choqué la communauté. William Walker, un pompier vétéran très apprécié, a été abattu à quelques pas de la maison qu'il partageait avec sa nouvelle épouse, Eloma Curry Walker. Ce qui semblait initialement être un vol qui a mal tourné s'est avéré être quelque chose de bien plus sombre. Un acte de cupidité calculé orchestré par la personne en qui il avait le plus confiance. Il y a 10 ans ce mois-ci, le lieutenant William Walker, pompier de Cleveland, a été tué, abattu dans l'allée de sa maison, dans ce que les autorités allaient découvrir être un complot de meurtre commandité, concocté par sa femme. Au début, le meurtre de William Walker a laissé les enquêteurs perplexes. Le pompier de 45 ans n'avait pas d'ennemis connus, et son dévouement envers sa famille et sa communauté rendait le crime insensé. Mais sous la surface, Eloma Curry Walker vivait un mensonge. Submergée par les dettes et désespérée de trouver une issue, elle a élaboré un plan glaçant. Juste 4 mois après avoir épousé William, elle a planifié son meurtre pour toucher sa police d'assurance vie de $100 000, voyant sa vie comme un moyen d'effacer ses problèmes financiers. Eloma a approché sa fille de 17 ans et le petit ami de celle-ci, Chad Padgett, pour les aider à recruter le tueur à gages. Chad, à son tour, a enrôlé Chris Hine, une jeune connaissance. Pour Eloma, il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de manipulation, utilisant tous ceux qui l'entouraient pour atteindre son objectif sinistre. Le 3 novembre 2013, Walker a été abattu à plusieurs reprises dans son allée. Il n'a pas survécu. Je travaillais en fait à l'hôpital métro aux urgences et Will était mon patient. Donc, je savais qu'il arrivait quand j'ai entendu qu'il avait été abattu. Le 3 novembre 2013, le plan d'Eloma s'est concrétisé. William était rentré chez lui après une longue journée de travail lorsque Chris Hine l'a attaqué à l'extérieur de son garage et l'a abattu à plusieurs reprises. Le quartier a été secoué par le bruit des coups de feu et la police est rapidement arrivée sur les lieux. L'acte d'Eloma a commencé à se défaire presque immédiatement.
Elle jouait le rôle de la veuve éplorée, mais a rapidement éveillé les soupçons avec son calme et ses histoires incohérentes. Les enquêteurs ont découvert que la police d'assurance vie de William désignait toujours son ex-femme comme bénéficiaire, ce qui signifiait qu'Uloma ne tirerait aucun profit du meurtre. Alors que les détectives creusaient plus profondément, ils ont découvert des preuves accablantes. Chad Padgett a avoué son rôle, exposant le réseau de manipulation qu'Uloma avait tissé. Des messages textes et des témoignages ont révélé ses tentatives d'orchestrer le crime et de faire taire les personnes impliquées. Lundi, le procureur du comté de Cuyahoga, Tim McGuinty, a annoncé qu'un total de 5 personnes étaient impliquées dans son meurtre, qu'il qualifie de meurtre sur commande, orchestré par sa femme, Uloma Walker Curry. Uloma Curry Walker a été traduite en justice. La salle d'audience était saisie de tension alors que l'accusation exposait les détails horrifiants de l'affaire. Les témoignages de sa fille et de Chad Padgett ont dressé un tableau glaçant de sa volonté d'exploiter même sa propre famille. Après seulement 2 heures de délibération, le jury a rendu son verdict, coupable de meurtre aggravé, de conspiration et d'autres accusations. Le juge n'a pas mâché ses mots lors de la condamnation, condamnant Uloma pour ses actions froides et calculées. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Nous sommes juste choqués et bouleversés. Mon père ne méritait pas ça du tout. C'était un homme tellement formidable, un excellent modèle. C'était un homme formidable, un grand-père, un excellent pompier, un partenaire exceptionnel. Nous avons souvent travaillé ensemble sur les mêmes camions de pompiers. Brian Webb se souvient de lui comme de celui qui pouvait vous remonter le moral et vous faire rire après un appel difficile. Dans la salle d'audience, la famille de William s'est effondrée lorsque le verdict a été lu, luttant pour comprendre comment quelqu'un qu'il aimait pouvait le trahir si complètement. Ses collègues du service d'incendie l'ont décrit comme un héros altruiste, un homme qui a consacré sa vie à sauver les autres, pour finalement se faire voler sa propre vie de manière si brutale. Uloma, cependant, n'a montré aucun remords. Son expression vide lorsque la sentence a été annoncée a glacé la salle d'audience. Un contraste frappant avec les larmes et le chagrin des proches de William. Ensuite, nous passons à l'affaire troublante de Kelly Cochran, dont les actions glaçantes ont laissé un chemin de destruction et soulevé des questions inquiétantes sur ses véritables intentions. Quand vous regardez dans les yeux de celle qu'on appelle la femme diable du Michigan, que voyez-vous? Je vois exactement ce que j'ai vu depuis le tout début. Elle est l'une des personnes les plus manipulatrices que vous rencontrerez jamais. Elle et son mari, avaient conclu cet accord lors de leur nuit de noces que si, l'un avait une liaison avec quelqu'un d'autre, c'était leur responsabilité de tuer la personne avec qui ils avaient eu la liaison. En apparence, Kelly Cochran semblait mener une vie ordinaire dans le Michigan avec son mari, Jason Cochran. Mais à huis clos, leur relation était loin d'être typique. Le couple avait conclu un pacte sombre et glaçant. Si l'un d'eux trompait l'autre, il serait obligé de tuer l'amant. Cet accord tordu allait préparer le terrain pour un crime si horrible qu'il laissa les enquêteurs peinant à reconstituer l'étendue de la cruauté de Kelly. Dès que vous entrez dans la maison, les poils se dressent sur votre nuque. Il lui est arrivé quelque chose, je le savais au fond de moi. Kelly portait la culotte dans la famille, donc tout ce qu'elle voulait, Jason le faisait. En octobre 2014, Chris Reagan, un collègue et amant de Kelly Cochran, âgé de 53 ans, a mystérieusement disparu dans la péninsule supérieure du Michigan. Il se préparait à quitter la ville lorsqu'il a soudainement disparu sans laisser de traces. Lorsque la police a commencé à enquêter, elle a trouvé la voiture de Chris abandonnée sur un parking de covoiturage. À l'intérieur, il y avait un post-it avec des indications pour se rendre chez Kelly Cochran, la plaçant immédiatement au centre des soupçons. En fait, j'ai été interné il y a un peu plus d'1 mois. Qu'est-il arrivé à Chris? Députation. Avec elle, c'était comme mensonge, 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 vérité. Kelly a d'abord nié toute implication, insistant sur le fait qu'elle ne savait rien de l'endroit où se trouvait Chris. Mais son comportement a suscité des soupçons. Alors que les enquêteurs approfondissaient leurs recherches, ils ont découvert que Kelly et Jason Cochran avaient attiré Chris chez eux sous le prétexte d'une soirée romantique, pour ensuite le piéger brutalement. Jason a tiré sur Chris avec un fusil, exécutant l'accord mortel tandis que Kelly restait à côté. Chris Reagan a disparu dans la péninsule supérieure du Michigan en octobre 2014. L'enquête sur sa disparition n'a mené nulle part. Cochran et son mari Jason avaient été interrogés, mais pas arrêtés. Ce qui a commencé comme un pacte pour punir l'infidélité s'est rapidement transformé en une dissimulation cauchemardesque. Le couple a démembré le corps de Chris, se débarrassant de ses restes dans la nature sauvage de la péninsule supérieure du Michigan. Malgré leurs efforts, les incohérences croissantes de Kelly et les preuves pointant vers son implication ont maintenu la police sur leurs traces. Peu de temps après que le couple soit retourné dans le nord-ouest de l'Indiana,
Lorsque Jason Cochran est mort d'une apparente overdose d'héroïne, les pièces ont commencé à s'assembler. Après des années de suspicion, le monde de Kelly a commencé à s'effondrer. En 2016, Jason Cochran a été retrouvé mort dans leur maison en Indiana, apparemment d'une overdose d'héroïne. Mais la famille de Jason pensait autrement, et une autopsie a révélé que sa mort était intentionnelle. Kelly lui avait injecté une dose mortelle, le réduisant au silence définitivement et mettant fin à leur sombre partenariat. Elle a dit que son mari maintenant décédé avait tué, puis, avec son aide, démembré. Elle a même conduit les enquêteurs à l'endroit où ils avaient jeté les restes. Dans cette zone-là, un peu à droite et un peu en arrière. Devenue veuve, Kelly a fui la région, mais les autorités l'ont rapidement rattrapée. Lors de l'interrogatoire, elle a fait des aveux stupéfiants, admettant non seulement le meurtre de Jason, mais aussi avoir aidé à planifier et exécuter le meurtre de Chris Regan. Elle a même prétendu avoir tué plusieurs autres victimes, bien que ses aveux n'aient jamais été entièrement prouvés. La meurtrière Kelly Cochran a été condamnée à la prison à vie sans libération conditionnelle. Cochran a été reconnue coupable de meurtre, de complicité de 4 autres chefs d'accusation criminels fin février. En 2017, Kelly Cochran a été condamnée pour le meurtre de Chris Regan et a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a également été reconnue coupable de la mort de Jason Cochran, ajoutant 65 ans supplémentaires à sa peine. Les procureurs l'ont décrite comme manipulatrice, calculatrice et dépourvue de remords. Une femme qui non seulement a orchestré des crimes brutaux, mais qui s'est délectée du chaos qu'elle a laissé derrière elle. D'audience, les proches de Chris Regan étaient assis dans un silence stupéfait, alors que Kelly détaillait les événements menant à sa mort. Les descriptions de sa trahison et de sa brutalité étaient presque insupportables. La famille de Jason Cochran, encore aux prises avec son meurtre, a exprimé sa douleur d'avoir été trompée par la personnalité manipulatrice de Kelly. S'il ne m'avait jamais rencontré, il serait ici aujourd'hui. Kelly Cochran, âgée de 35 ans, ne marchera plus jamais librement. Condamnée pour avoir tué son amant, puis son mari. L'attitude de Kelly pendant son procès était froide et sans émotion, laissant ceux présents ébranlés par son manque d'humanité. Ses déclarations sur le fait d'avoir d'autres victimes ont encore plus horrifié tout le monde, consolidant sa réputation comme l'une des tueuses les plus glaçantes à être jugée. Nous nous tournons maintenant vers le cas de Nikki Sue Ansel, une femme dont le crime troublant a laissé un impact durable sur ceux qui lui étaient proches, et continue de hanter ceux qui ont entendu son histoire. Nikki Sue Melissa Ansel. Complot en vue de commettre un meurtre. En ce qui concerne l'accusation de complot en vue de commettre un meurtre, nous déclarons l'accusée, Nikki Sue Melissa Ansel, coupable. Il ne suffisait pas que Nikki Sue Ansel trompe déjà son mari. Elle a dû aggraver les choses en le faisant tuer. Le 2 janvier 2020, un appel frénétique au 911 a été reçu. Nikki Sue est rentrée chez elle pour découvrir que sa maison était en feu. Elle a dit qu'elle avait peur que son mari soit piégé à l'intérieur. Selon Nikki, elle était absente de chez elle depuis quelques jours lorsqu'elle a reçu un appel du collègue de son mari, qui a dit qu'il n'était pas allé travailler depuis quelques jours. Je suis venue ici pour vérifier. Mon mari nous a laissé un message texte disant qu'il n'était pas venu aujourd'hui et je suis sortie. C'est fait. Et donc je viens ici pour vérifier et je rentre et j'ouvre la porte d'à côté et je rentre et la maison est en fumée. Je ne peux pas entrer par la porte. Il y a trop de fumée dans la maison. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé le corps de Chad Ansel, âgé de 42 ans, dans sa chambre. Il a été déclaré mort et une autopsie a été réalisée. Il a été rapidement révélé que l'incendie n'était pas ce qui avait tué Chad. Il avait été abattu à plusieurs reprises avec un fusil de chasse. Au début, les enquêteurs ont cru qu'il s'était suicidé et que l'incendie de la maison avait été causé par un chauffage au propane. Une autre enquête a révélé que Chad ne pouvait pas s'être suicidé. Et c'est à ce moment-là que l'histoire que Nikki avait donnée a commencé à s'effondrer. L'arme a été trouvée près du lit et non près de Chad sur le sol. Il a également été révélé que l'incendie avait été délibéré après que l'accélérant ait été trouvé dans la chambre. Au début, personne ne soupçonnait vraiment Nikki. C'était jusqu'à ce que des images de sécurité montrent Nikki avec un homme à plusieurs endroits dans leur région. Il a ensuite été révélé qu'il s'agissait d'Earl Howard, l'amant de Nikki. Montrer que Nikki Sue Ansel et Earl Howard ont tué Chad Ansel, incendié la maison pour toucher l'assurance et dissimuler le meurtre, et truquer les preuves en détruisant ou en se débarrassant de cette deuxième cartouche de fusil de chasse et en mettant le feu pour dissimuler les preuves du meurtre. Nikki avait une liaison avec Earl depuis un certain temps avant de décider d'aller le voir au motel. Bien qu'elle ait nié être retournée à la maison avant l'incendie, les images de vidéosurveillance ont rapidement montré le contraire. Après des interrogatoires constants, Nikki a affirmé que c'était Howard qui avait tiré sur Chad alors qu'ils se disputèrent le fusil. Elle a dit qu'elle attendait dans la voiture. Son histoire a de nouveau changé lorsqu'elle a affirmé qu'elle n'avait jamais vu Howard auparavant. Malgré cela,
Les procureurs ne l'ont pas cru. Howard, quant à lui, a déclaré que Nikki avait tiré sur son mari et qu'il avait proposé de mettre le feu à la maison pour brûler les preuves. Les procureurs ont soutenu qu'ils avaient planifié de le tuer et de s'enfuir avec l'argent de son assurance. Nikki a été accusée de complot en vue de commettre un incendie criminel, de complot en vue de commettre un meurtre et de complot en vue de falsifier des preuves matérielles. En février 2023, elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Au tribunal, elle a essayé de faire appel de sa sentence. On me dit que je dois accepter un accord de plaidoyer. Ça va se passer comme ça. Je ne veux pas. Je veux avoir ma chance. Son appel a été rejeté et elle purge sa peine dans le Dakota du Nord. Howard a fini par plaider coupable à diverses accusations, y compris complot en vue de commettre un meurtre et incendie criminel. En concluant l'accord de plaidoyer, les procureurs ont accepté d'abandonner une accusation de meurtre. Il a été condamné à 25 ans de prison en février 2022. Les actions de ces individus ont laissé des dommages irréversibles, et leur réaction au tribunal révèle la nature incroyable de leurs crimes. Mais il y a encore plus à découvrir. La prochaine vidéo à l'écran plonge plus profondément dans des affaires choquantes et les sentences qui ont laissé le monde remettre en question la justice. Continuez à regarder.